Bon, merci pour votre intervention. Est-ce que vous avez mené des entretiens dans la haute bourgeoisie? Parce que ce qui me gêne un tout petit peu à vous entendre, c'est que bien que vous ayez dit qu'effectivement c'était un amalgame de populations qui n'avaient pas les mêmes intérêts, au bout du compte, ce qui ressort, et c'est ce qui ressort là dans votre proposition, c'est haro un petit peu sur les classes populaires. Or, on sait, bon, dans certains endroits, les classes populaires, soit effectivement se sont abstenues de voter, et dans les, par exemple, et puis dans les classes populaires, comme vous le dites, par exemple dans le 93, c'est quand même Mélenchon qui est passé, et dans certains quartiers populaires de Paris, Mélenchon qui est quand même passé haut la main. Oui, voilà, il y a pas mal d'endroits. Donc en fait, si vous voulez, quand vous remettez en question effectivement les préjugés, hein, vous avez parlé de faux, comment vous avez présenté ça? Des fausses peut-être. Oui, non, en disant qu'effectivement il y avait des tout à fait, mais si vous voulez, je pense qu'effectivement il y a aussi toute cette classe haute bourgeoise, et j'imagine qu'à Versailles ou par exemple, et je pense que ça il faut absolument en parler, parce que sinon enfin moi ce qui me gêne un peu, c'est qu'on pourrait ne retenir que ben voilà, les classes populaires votent Front National. Je crois que c'est plus complexe que ça. Tout à fait. Bien sûr. Est-ce qu'on fait le tour des questions? Vous voulez répondre? Bon, comme on est très peu nombreux, je peux répondre peut-être comme ça. Parce que je suis évidemment absolument d'accord avec vous. Hein. Mais l'ouvrage, ça tient aussi à la focale de l'ouvrage, pourrait-on dire, puisque c'est les classes populaires et le FN. Donc évidemment, on a parlé spécifiquement des classes populaires. Tout en remarquant d'emblée, hein, bien sûr, et c'est ce qu'établit par exemple Patrick Lehingue immédiatement, hein, dans le premier article de l'ouvrage, que si l'on comptabilise, parce que le Front National se présente volontiers comme le parti des ouvriers, si l'on comptabilise sérieusement les choses, on voit qu'il n'en est évidemment strictement rien du tout. Par exemple, sur les derniers chiffres un peu sérieux qu'on ait, ce sont les départementales de 2015. Non, les régionales, pardon, excusez-moi, les régionales de 2015. On s'aperçoit là que l'électorat, et puis après je vais revenir sur la haute bourgeoisie, parce qu'il y a un article justement sur le vote FN au château. On s'aperçoit là que 50% des votants FN au dernier régional étaient issus des milieux populaires. Employés, ouvriers, ex-employés, ex-ouvriers. 50% des votants FN étaient issus de milieux populaires. Mais 50%, ça veut dire qu'il y a 50% qui n'en étaient pas issus. Hein, d'une part. Et d'autre part, plus important, tout aussi important, lorsque vous examinez cette fois le volume de votants FN parmi les ouvriers, vous apercevez de deux choses. Un, que le premier parti des ouvriers est l'abstention, hein, de très très loin. Pour les régionales, tout moins pour la présidentielle, c'est un peu différent, c'est des effets de politisation différentes, etc. Mais pour les régionales, c'est très largement le cas. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que si on fait les comptes sérieusement, alors on s'aperçoit que seulement un ouvrier sur 7 a voté Front National. Seulement un ouvrier sur 7. Et en réalité moins, parce qu'un grand nombre d'ouvriers n'ont pas le droit de vote, puisque ce sont des travailleurs immigrés, sans parler des sans-papiers ou même des travailleurs détachés. Donc, le nombre d'ouvriers rapporté à la population des ouvriers qui votent Front National est évidemment beaucoup plus faible qu'il n'y paraît. Beaucoup plus faible. Ceci étant, parfois il est très difficile, je le vois par exemple en zone rurale, il est très difficile dans les milieux populaires, pourrait-on dire, c'est pourquoi ça englobe large, de distinguer entre quelqu'un qui a un statut d'ouvrier, d'employé, et puis les petits travailleurs indépendants, hein, ou petits artisans, ou petits qui ont vraiment
les mêmes formations, les mêmes conditions d'existence, la même précarité, etc. etc. Donc, bien sûr, hein, il ne faudrait pas du tout que ce zoom particulier, mais qui est important quand même à regarder, hein, sur les milieux populaires, induise à quelques comment dire, stigmatisation de classe infondée, parce que ce serait vraiment... il y a deux choses simplement terminées. La première, c'est que dans ce qui dépend de nous, c'est vrai que globalement, nous, on veut plus travailler, peut-être d'ailleurs ce sera plus facile, sur les votants Le Pen issus des catégories populaires plutôt que celles issues du patronat ou des châteaux. Hein, donc, disons que les apéros s'adresseront davantage aux personnes qui, etc. Alors, dans les châteaux et dans la grande bourgeoisie, il y a eu peu d'enquêtes, hein, encore développées, mais quelques-unes. Notamment dans le 16e arrondissement par Éric Agricoliansky, et puis là, ici, par Samuel Bourron et Maya Drouard sur les votes FN dans les châteaux. Les caractéristiques sont assez particulières, je ne vais pas les détailler beaucoup, mais on s'aperçoit généralement qu'il s'agit d'une bourgeoisie ancienne, mais est relativement refermée sur elle-même, sur des valeurs de fermeture par rapport au monde et de nostalgie d'une grandeur passée. Et que là, pour le coup, vous avez le vote Le Pen comme condamnation du monde, mais depuis la Révolution, quoi. Hein, certains châtelains, plus ou moins désargentés, mais qui tiennent à leur rang et qui tiennent à porter haut leur rang, etc., disent nous, on vote Le Pen, mais auparavant, comme roi de France, on avait Charles de Gaulle et François Mitterrand. Bon, mais voilà. C'est plus une revendication de supériorité morale, de supériorité sociale et morale, là, dans ce type de cas, et d'exclusion d'un monde d'en bas, c'est-à-dire du monde du peuple, en fait. Hein. Ce qui n'a rien à voir, évidemment, totalement rien à voir, par exemple, avec les personnes qui votent Le Pen dans l'Aisne. Hein. Sont des logiques très spécifiques, et c'est pourquoi ce que j'ai énoncé au départ, et je m'en tiens là, c'est-à-dire que le fait que les personnes, avant de voter pour mandater Le Pen à gouverner, votent pour ce que ce vote leur permet d'exprimer de leur histoire sociale très différente. C'est, d'un point de vue de l'analyse, et d'un point de vue de l'analyse sociologique, un déplacement du regard qui nous semble absolument déterminant. Et absolument déterminant, pas simplement pour le plaisir de faire de la science sociale, ça c'est gentil, mais là il s'agit quand même à un moment d'être efficace. Mais un déplacement du regard qui nous permet d'être efficace. Parce que le plus important est moins, dans ce type de cas, je m'arrête là parce que j'ai tendance à parler trop autrement, est moins de stigmatiser le Front National, que d'essayer de voir pourquoi les gens se saisissent de ce bulletin. Et c'est ça qu'il faut casser. Alors, on peut casser le Front National aussi. Personne, d'ailleurs, n'en prend le chemin. Hein. Bon. Et ce sera de plus en plus difficile. Mais par contre, s'attaquer en ciblant juste, c'est s'attaquer aux causes sociales des votes Front National. Des, et non pas des votes Front National. Aux causes sociales, au pluriel, des votes Front National. Ça, c'est ciblé juste, à notre sens. Ce que permet l'analyse sociologique, mais sans, évidemment, c'est plus compliqué, pardon d'avoir été un peu long. Oui, merci. C'est bientôt l'heure de l'apéro, ça tombe bien. Puisque c'est votre conclusion, on peut essayer d'imaginer ce que vous avez développé en conclusion. Vos apéros qui vont être longs à mettre en place, on imagine la scène, l'endroit où ça peut se passer. Et ensuite, il y a bien comment vous voyez l'au-delà du verre d'apéro et de la première conversation que vous abordez en matière, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en matière d'éducation populaire, parce que c'est quand même bien ça.
pour arriver à faire passer ce que vous venez d'expliquer là pendant 1 heure, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut faire passer facilement dans un bistrot. On est bien d'accord. Mais la notion d'éducation populaire, je pense qu'on est nombreux à essayer d'y participer. Comment vous passez cette étape entre l'apéro, que chacun raconte effectivement tout ce que vous venez de dire, ses problèmes personnels ou autres, il faut passer un cran au-dessus. Comment fait-on? Et une question subsidiaire qui n'a rien à voir, il y a un mot que dans votre analyse au point de vue sociologique depuis le départ, il y a le mot de soumission, et évidemment on pense à la notion d'insoumis. Est-ce qu'il y a un lien? Ce sont deux questions qui sont, à mon avis, qui sont assez différentes. Je saurais assez mal répondre à la seconde. Sur la première, si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à la question de quelle stratégie d'apéro, dans quel coin, avec qui, comment, etc. Et qu'il n'y a pas là-dessus de réponse unique à avoir. Bon, depuis que lundi, c'est quand? C'était ce lundi-ci, après tout. Hein. Le temps passe vite, mais est paru de la tribune. Évidemment, moi, je passe mon temps à discuter localement, moi et d'autres copains, copines, etc. Discuter localement, comment est-ce qu'on va faire, s'organiser, etc. Les stratégies sont évidemment totalement locales et diverses. Mais il y a une chose qui nous semble certaine. Juste avant, j'étais au bout du fil avant de vous rejoindre avec la personne qui s'appelle Pascal Debec, qui coordonne pour l'ensemble de la CGT la réponse de la CGT aux tentations pour un certain nombre de salariés ou même de syndiqués de voter Le Pen, et qui sont réelles. Et donc la CGT a développé dans les unions départementales et les unions régionales des moyens d'endiguer. J'en ai fait un certain nombre de réunions régionales, etc. Et là, les gens m'ont dit, pour les apéros, tu prêches en terrain conquis là-dessus, ça devrait pouvoir se faire. C'est pas si simple que ça, hein, parce que dans les entreprises, avoir un temps pour faire un temps d'apéro, non, c'est pas si simple que ça. Hein. Pas si simple que ça l'était auparavant, du tout maintenant. Bon, mais c'est aussi un vecteur de lutte, tout ça. Mais pour répondre à votre question, donc à mon avis, tout ceci est à organiser de façon le plus possible en prise avec les terrains sociaux qui sont très différents. Mais sur le rapport à l'éducation populaire. La meilleure éducation populaire, dans la tradition du mouvement ouvrier, on connaît bien ça, c'est quand on peut discuter face à face avec quelqu'un, on appelle même ça faire du bouton de chemise. On est face à face, on discute, puis on a le temps de discuter. C'est pas des topos ex cathedra comme je viens de faire d'une certaine façon, et qui comme ça, parce que le public qui est susceptible de recevoir ce type de topo tel que je viens de faire, là, il n'est pas très nombreux. Hein. En réalité, ça exige des compétences sociales particulières et culturelles particulières. Il faut discuter avec les gens tels qu'ils sont, à partir de ce qu'ils vivent. Ce que me disait Pascal Debay, qui habite à Hayange, et dont un des potes, c'était le maire d'Hayange, initialement, des potes ils ont le même âge, hein, d'école. Ils jouaient ensemble, ils jouaient même au foot ensemble, etc. Bon, bref. Fabrice Engelmann, je crois, s'appelle-t-il. Il a amené toute sa section CGT au FN, il a été élu maire d'Hayange. Il dit, mais moi, quand je suis au bistrot avec des copains ou des trucs, etc., bon, on sait que je suis à la CGT, des fois, les gens me provoquent, etc., bon, ils font exprès. Je leur dis, tiens, viens donc à fumer une clope dehors. Et c'est en fumant une clope dehors qu'on peut, comme ça, intelligemment, en s'appuyant sur ce que disent les gens, modifier leur point de vue progressivement. Parce que l'idée qu'on a, c'est que seuls des proches socialement peuvent changer les votes de proches socialement.
Seuls des proches socialement peuvent changer les votes de proches socialement. Et donc que les formes mêmes de l'éducation populaire doivent être changées. Bien, non, elles ont leurs vertus, celles qui existent à l'heure actuelle. Elles ont leurs vertus pour ce qu'elles sont. Mais que dans la lutte contre le Front National, je pourrais m'en sortir en disant, bon, l'éducation populaire, ça passe mieux un verre à la main. Bon. Mais la réalité, intellectuellement, n'est pas là. C'est plutôt de concevoir les choses de cette façon, à mon avis, et j'arrête là-dessus, de concevoir les choses en utilisant un concept qui initialement est un concept du sociologue Jon Elster. Son concept, c'est le concept d'effet essentiellement secondaire, un effet essentiellement secondaire. Qu'est-ce que c'est qu'un effet essentiellement secondaire? C'est par exemple, c'est tout ce qu'on atteint sans d'abord le chercher. Exemple, le sommeil. Si vous voulez dormir, si vous vous dites faut que je dorme, alors, vous risquez pas de dormir. Ça, c'est sûr. Le sommeil, trouver le sommeil est un effet essentiellement secondaire de plein de choses. Je sais pas, du fait d'être bien, du fait d'être crevé éventuellement, du fait d'être détendu. C'est un effet essentiellement secondaire. La politisation en milieu populaire, via les apéros, sera pour nous un effet essentiellement secondaire d'une convivialité retrouvée, d'une parole échangée retrouvée, où tout ceci se passera par bribes, sans administrer des leçons aux personnes, mais en discutant, ici de cela, un peu plus tard de ça, en laissant du temps passer, que les gens fassent leur propre chemin, qu'on puisse en rediscuter, qu'on puisse, organiser de la solidarité concrète, que l'autre, on puisse avec l'autre s'engueuler. Pourquoi je parlais de combat rapproché et de combat social? S'engueuler, éventuellement. Mais s'engueuler, c'est avec un autre, et c'est pas avec un fantasme. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, je pense que du point de vue de l'articulation entre éducation populaire, apéro, politisation en milieu populaire et effet sur le vote Le Pen, d'abord, le temps est un temps, disons, semi-long. L'effet n'est pas un effet direct, immédiat, quoique parfois il peut y avoir des effets directs immédiats, mais est un effet différé, parfois un effet essentiellement secondaire. Juste une toute dernière anecdote, puis je m'arrête, qui est la chose suivante. Mon voisin, Éric, mais tout ça est dans le livre, enfin néanmoins, c'est singulier. Bon. Il me dit, je t'avoue, avant, je t'assure, j'étais raciste. Quoi. J'aimais pas les Noirs. Bon. Et sa femme, qui est vendeuse dans une petite boutique, une fois, il y a eu un chèque en bois, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu un chèque en bois et c'était quelqu'un d'origine africaine qui l'avait fait. Bon, alors, il y en a eu d'autres, mais là, c'était bien visible, d'autant que les chèques étaient élevés. J'aimais pas les Noirs. Et puis ils sont partis, c'est la seule fois où ils sont partis hors de France avec le Club Med. Ils sont partis, je ne sais plus quelle île, c'est une île bien connue du Club Med, au large du Sénégal. Et où il y avait j'ai eu une promotion là-dessus, je ne sais plus quoi, enfin, bref. Et les serveurs africains, bon, ils ne se sentaient pas, lui, très proches, hein, des autres personnes qui étaient là, parce que ce n'était pas tellement nécessairement complètement son monde, mais ils se sentaient proches des gars qui étaient à la cuisine, qui servaient. Le soir, ils faisaient des parties de domino. Lui, il adore le domino. Ils ont fait des parties de domino pendant 8 jours avec les types. Alors, il est revenu et il a dit j'étais con, j'étais raciste, mais j'étais con parce que t'es raciste quand tu connais pas les gens, en fait. Parce que eux, par exemple, au domino, ils sont super balèzes, les mecs. Ils en ont dans le ciboulot. Hein. Je peux te dire que t'es raciste, je suis raciste, je ne le serai plus. Hein. Ça, c'est fini. Il suffit de peu de choses, parfois, pour que bougent les gens. Mais du contact social, d'abord. C'est pas une ode naïve à la convivialité façon guimauve, pour la convivialité, on est tous frères, etc. C'est pas ça que je dis, au contraire, d'une certaine façon. C'est côtoyons-nous dans nos différences, dans nos ressemblances, et nous reconstruirons du commun. Si je puis me permettre de dire juste ceci,
nous n'inventons rien, là, en proposant cela. Parce que nous revenons simplement à quoi? À l'histoire même du mouvement ouvrier. Comment le mouvement ouvrier s'est-il construit? Si on examine les choses très largement dans les bistrots. Dans les bistrots, d'ailleurs, pour le plus grand bonheur des femmes. Hein, c'est un monde très masculin et très masculiniste. Mais entre l'usine, dans les années 1900, surtout 1900, entre l'usine et chez soi, tous les ouvriers passaient au bistrot. C'était la grande période des bistrots ouvriers. Qu'est-ce qui se faisait dans les bistrots ouvriers? Les gens buvaient des coups, les gens jouaient ensemble. Ils jouaient. Dans le Nord, par exemple, ils jouaient aux fléchettes, alors, ils jouaient au domino aussi, ils jouaient aux cartes, ils jouaient. Et, oui, au dé aussi, bien sûr. Et les gens débriefaient, comme on dirait aujourd'hui, leur journée. Ils se racontaient leur journée. Ce qui avait été rigolo, ce qui avait été parfois catastrophique, leurs soucis, leurs problèmes, leurs heurts avec les patrons. Ce sont de ces cafés ouvriers, et on voit bien d'ailleurs que c'était les mêmes lieux ensuite, hein, qu'est née la politisation socialiste. À l'époque, il n'existait pas parti communiste, socialiste, sous divers angles, ou libertaires. Ce que nous voulons réinventer, ce sont des bistrots ouvriers, mais sous une forme qui aujourd'hui prend la mesure du fait que n'existe plus de bistrot. Il existe aujourd'hui des lieux où l'on consomme des verres et où il n'y a plus d'entre-soi. Bien rares sont ceux où il y a de l'entre-soi. Il existe encore un petit peu, mais rares sont ceux où il y a de l'entre-soi, hein, en réalité. Et donc c'est ça avec lequel on veut renouer, parce que ça a marché. Bon, est-ce que ça marchera? On verra bien. Enfin voilà le rapport. Donc c'est un rapport effectivement compliqué, mais dont vous voyez la problématisation par rapport à l'éducation populaire n'est pas directe, mais à mon avis peut être d'autant plus efficace. Bon, j'ai plusieurs questions. Premièrement, vous avez déjà partiellement répondu, parce que quand vous avez dit l'apéro, je pensais d'abord à d'autres mouvements qui sont passés par les cafés et qui ont justement eu un rapport avec l'éducation populaire. C'est que, par exemple, les repères de Daniel Mermet et ou aussi tout simplement les cafés philo. Alors donc vous voulez pas du tout une intervention, vous voulez que les gens parlent entre eux et sans un stimulus qui viendrait de l'extérieur. Et par contre, ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est la disparition des cafés. Et ça et notamment en zone pavillonnaire, parce que là, le changement social fait que les gens qui sont bourgeoises ne veulent plus aller au bistrot, ils veulent faire leur apéro, qui existe toujours, chez eux, avec les invités triés. Et finalement, les cafés ferment l'un après l'autre. Parfois, il y a un sursaut, disons, il n'y a plus aucun café dans la commune. La mairie aménage un local pour mettre quelqu'un qui ne paie pas de loyer, etc. Mais finalement, il n'y a plus le même besoin. On voit que dans ce café-là, que je connais bien. Il n'y a pas tellement d'apéro, c'est-à-dire c'est plutôt un salon de thé. C'est devenu un salon de thé où les femmes qui ne travaillent pas viennent l'après-midi, ou bien aussi, tout le monde vient un peu, mais c'est pas le même type. C'est plus le même type qu'auparavant. Alors que dans ce même village, il y avait des cafés type apéro et avec PMU etc. et qui n'existent plus maintenant. Et les gens le font ailleurs. Enfin, il y a toujours des gens qui jouent aux courses, mais ils vont maintenant au tabac, où il n'y a pas de consommation. Et donc, il y a un changement complet des habitudes des gens. Et finalement, qui s'est fait, je dirais, sur les 15 dernières années. Parce que quand je suis arrivée dans la commune, ça existait encore. Avec le changement social de la population, évidemment.
Ouais, j'ai deux autres questions. C'est par rapport à l'analyse du Front National. En lisant Le Monde, j'ai appris qu'il y avait une grande fracture géographique, comme un rift à travers le pays, qu'il y a une partie nord, ouest, sud qui votait Front National, et puis il y a une partie atlantique qui votait pas Front National. Alors, je trouvais c'était très bizarre. Je regardais, il y avait beaucoup de cartes qui étaient reproduites pour prouver ça. Je trouvais très bizarre. Hein, finalement, et c'était le genre d'analyse qui donne pas qui donne pas de raison, mais qui démontre avec les statistiques et avec les cartes colorées. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Et puis, oui, et puis la dernière question, c'est que vous n'avez pas parlé de l'abstention et je m'y attendais tout le temps. Et est-ce que vous pourrez en dire quelque chose? Je réponds tout de suite. Il y a plusieurs questions sur l'abstention. Ce sont des phénomènes qui ont été déjà analysés beaucoup, mais il y a des mécanismes qui sont même plus graves que l'abstention. Sur l'abstention, on pourrait dire que ça se voit beaucoup, alors un tout petit peu moins au présidentiel, quoique là un peu plus au présidentiel qu'auparavant, mais ça se voit beaucoup sur ce qu'on appelle les élections intermédiaires, qui sont des élections tout aussi importantes que l'élection présidentielle néanmoins, les municipales, les européennes, les départementales et les régionales. Beaucoup de gens considèrent que voter ne sert à rien. Eu égard à leur existence, voter ne sert juste à rien. Un. Deux, ce que disent dans le poste les hommes ou les femmes politiques quand on les voit, parce que généralement on zappe quand on les voit, on n'y comprend rien. Mais alors, on n'y comprend rien de chez rien. Donc, un, voter, ça sert à rien, et deux, surtout, on n'y comprend rien. Donc, on a vraiment des mondes parallèles. Et je vous assure, par exemple, dans l'Aisne, oui, on ne parle pas la même langue. Ce qui est un vrai problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas la même langue française qui est parlée. Donc à partir de là, comment ne pas se sentir exclu? Ce n'était pas le cas auparavant quand, par exemple, le Parti socialiste, pour ne prendre que cet exemple, c'était beaucoup étudié dans le Nord, était un parti d'ouvriers encore, un parti d'ouvriers et d'employés, mais qu'il n'est plus depuis longtemps. Puisque c'est devenu un parti de cadres moyens ou supérieurs ou de profession libérale, et essentiellement soit de professionnels de la politique, soit d'auxiliaires de professionnels de la politique, qui visent à devenir eux-mêmes des professionnels de la politique. Voilà ce que c'est devenu globalement. Bon, et y compris, alors vous parliez des Insoumis tout à l'heure, monsieur, y compris pour comprendre Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Ne comprennent pas. La politique s'est technicisée à mesure qu'elle se professionnalisait, et dans un grand nombre de cas, les gens ne comprennent pas. Bon. Donc l'abstention, ça tient pour beaucoup à cette distance sociale aux professionnels de la politique qui ne cesse d'augmenter, et à ce sentiment, qui est une sorte de mélange d'amertume et d'impuissance, pourrait-on dire, que voter ne sert pas. Voter ne sert mais vraiment à rien et ne changera rien à la situation dans laquelle je suis de toutes les façons. Donc ça, c'est une des difficultés, mais il y en a une autre que vous ne pointez pas et qui est à mon avis beaucoup plus importante, c'est que dans les villes du 93, dont on parlait notamment tout à l'heure, vous avez des villes où on est vraiment dans un régime censitaire. C'est-à-dire que les populations qui vivent là sont des populations qui n'ont pas le droit de vote, pour une très large partie, où vous avez 30%, 40% peut-être, de population qui a le droit de vote. Est-ce que le reste ne paie pas d'impôts? La réponse est évidemment que si, notamment cet impôt majeur en France qu'est la TVA, chaque fois qu'ils consomment, en permanence donc. Bien.
et ils n'ont aucun droit sur, y compris même la fixation de cet impôt. Donc, entre autres choses. Hein, et ça, c'est une des difficultés très importantes. Bon. Or, tout porte à penser que si au moins Hollande avait eu le courage de faire plus qu'une mesure de gauche, le mariage pour tous, qui par ailleurs n'est pas nécessairement une mesure spécifiquement de gauche, puisque beaucoup de gouvernements de droite l'ont fait également. Mais si au moins, disons, il en avait fait 2 sur 5 ans, c'est-à-dire le droit de vote longtemps promis hein, aux immigrés, aux élections locales. Tout porte à penser qu'automatiquement, le volume des votes Front National aurait diminué. On peut le supposer, tout au moins. Hein. Bon. Là aussi, c'est d'une bêtise, mais c'est même pas à manger du foin, c'est absolument terrifiant. Bon, voilà. Ce type et son équipe sont arrivés, ils avaient la majorité au Sénat, je n'ai jamais vu, hein. La majorité à l'Assemblée nationale, la majorité très largement des régions, la majorité des grandes villes, la majorité des conseils départementaux. Ils se retrouvent nus comme un verre et avec rien, même plus en capacité de se présenter, et un parti socialiste qui n'existe plus. C'est brillant. Je pense que pour les livres d'histoire, il y aura matière tout de même à des analyses touffues. Parce que là, c'est une réussite quand même, hein, une réussite dans l'échec jamais vue. Concernant Hollande, etc., il y a un autre aspect, hein, c'est que lui a été fidèle à la ligne qu'il a toujours défendue, hein, depuis le début, hein, y compris depuis qu'il était conseiller à Matignon sous Mitterrand. Ça a toujours été sa ligne. Bon. Mais néanmoins, pour un type qui fut longtemps premier secrétaire du Parti socialiste, qui, etc., arrivé à cela, je pense que les historiens du futur en dresseront un bilan, enfin il faudra analyser cette histoire, mais un bilan particulier.